Et c'est la question que pose l'Uchronie, qui est un genre dont je crois on va parler un peu aujourd'hui. C'est-à-dire, et si les choses s'étaient passées différemment? Et évidemment, derrière, il y a peut-être toujours un peu ce fantasme. Est-ce que les choses n'auraient pas pu être mieux différemment? Voilà. Ou est-ce qu'elles n'auraient pas pu être pire? Rachel, pareil, je vais te poser un petit peu la question. Alors, là, on est au 8e siècle, pour le coup, dans le site de Mitra. On en est où au niveau de l'Empire romain? Là, il a survécu, entre guillemets, à la chute qu'on connaît. mais géopolitiquement, t'es à quel moment? Alors, il y a une raison précise déjà qu'il faut dénommer, pour laquelle l'Empire romain a survécu, c'est que mon Uchronie part d'un point historique précis. Alors cet événement historique qui est explicité plus ou moins dans le premier tome, mais dans un sens romanesque, et là je suis tout à fait comme ma collègue, à savoir, bien sûr, il faut imaginer que dans cet empire, il y a tous les, je dirais, presque archétypes de la fantaisie, hein, magicien, magie qui fonctionne, des dieux qui interviennent. Je ne vais pas revenir sur ce point-là parce que c'est presque implicite, donc on ne va pas revenir sur ce point-là. Mais le point de départ précis, c'est que Constantin, l'empereur Constantin, donc celui qui a, je dirais, déclaré la religion chrétienne, religion d'État, en 324, si mes souvenirs sont exacts. Cet empereur, donc, a connu une drame personnelle où il a fait exécuter son fils Crispus et sa deuxième ou troisième femme, Fausta, qui aurait eu, les sources ne sont pas très claires, mais enfin, si on lit entre les lignes, ici et cela, qui aurait eu une aventure ou un amour profond, enfin, je ne sais pas. Bref, il a fait exécuter donc sa femme et son fils, donc Crispus était le fils de Faustin, bien sûr, tout le monde l'a compris, et donc ce drame l'aurait beaucoup remué, d'après ce que, là aussi c'est un peu conjoncturel, mais c'est ce qu'on peut laisser supposer, et en particulier donc l'aurait beaucoup troublé. C'est une interprétation, bien entendu. Je ne dis pas que c'est la vérité historique. Une des interprétations pour lesquelles il a adhéré fortement dans la chrétienté, c'est justement cette âme perturbée et troublée. Dans mon Uchronie, donc, les magiciens interviennent. Alors, parce que peut-être, comme dans ton livre, il y en a certains qui ont des dons d'oracle et qui voient que pour eux, ça ne va pas être terrible. Ils interviennent, ils sauvent Crispus, ils sauvent Fausta. Constantin, 2 ou 3 ans plus tard, meurt comme Robert Baratheon d'un accident de chasse. Mais moi, c'était avant de lire J.R. Martin. Et donc, du coup, c'est Crispus qui lui succède. Et bien entendu, on lui explique que ce sont les chrétiens qui l'ont dénoncé à Constantin. Et donc, la réaction, eh bien, c'est qu'il commence à repersécuter le culte chrétien. Et en parallèle, donc, favoriser le culte de Mitra, qui est un vrai culte, comme chacun sait ou ne sait pas, mais qui est un vrai culte romain, un culte mystère, donc, qui était très répandu dans l'Empire romain au 2e et 3e siècle. Si je suis trop longue, qui était un vrai culte avec des prêtres, des initiations, un culte à mystère, qui, comme son nom l'indique, signifie que le néophyte est initié par des rituels initiatiques qu'il ne doit pas dévoiler. Donc nous avons assez peu de renseignements sur ces cultes, ce qui m'a obligé bien sûr à faire un travail de reconstruction et d'imagination aussi. Par exemple, je me suis un peu inspiré des cultes à mystère d'Osiris pour recréer la séquence initiative où un des personnages du livre va se retrouver, donc qui est décrite. On a une idée générale, mais on n'a pas une idée précise. Et donc, le christianisme étant combattu, éradiqué, la religion de Mitra triomphe, je la fais courte, hein. Mais à ce moment-là, si vous voulez, l'idée c'est, et là aussi ça peut être discutable, c'est que cette religion de Mitra était une religion guerrière, était une religion combattante, était une religion très romaine en fait, même si elle vient de Perse, dans ses valeurs, c'est-à-dire de sacrifice pour la patrie, on ne disait pas la patrie à l'époque, mais pour la cité, pour Rome,
des notions de solidarité entre soldats, et que donc cette religion de Mitra va exalter les vertus romaines et donc empêcher Rome de s'effondrer. Parce que il est clair pour moi qu'une civilisation ne s'effondre pas sous les coups de l'extérieur, une civilisation s'effondre, je dirais, de la décomposition intérieure, même si le coup de l'extérieur peut donner le coup final. Et donc j'ai été obligé bien sûr de faire tout un travail de construction, d'imaginer une société qui n'a jamais existé, à savoir un empire qui est un mélange de bas empire romain. Alors, bas empire romain, ça signifie quoi? Ben, ça signifie fuite des élites urbaines dans les campagnes, pression fiscale intolérable parce qu'il faut entretenir d'énormes armées sur le limes. Pourquoi faut-il entretenir d'énormes armées? Parce que la classe moyenne, celle qui fournissait le gros des corps de l'armée romaine, la petite paysannerie, la moyenne paysannerie, disparaît. Tout parallèle avec notre société n'est pas tout à fait innocent. Hein. Quand les classes moyennes disparaissent, les sociétés s'effondrent à court ou à moyen terme. Et donc, il y a une pression fiscale qui est de plus en plus énorme. Et à ce moment-là, donc, il y a une fuite des élites et d'une certaine population dans les campagnes. Donc, il a fallu que j'imagine une espèce de bas empire matiné de haut Moyen-Âge, avec une espèce de régime semi-féodal, mais pas vraiment féodal non plus. Il n'y a pas de serfs, par exemple. Nous sommes dans un système où nous avons le Morgengeld, c'est-à-dire le prix du sang. Quand il n'y a pas de loi et quand il n'y a pas de juridiction, comment régler les querelles entre familles et entre individus? Il faut bien le faire d'une sorte ou d'une autre, sinon c'est l'extermination réciproque. Hein. Voilà. Donc les Germains avaient ce qu'ils appelaient, ce qu'on appelle le droit du sang, c'est-à-dire la loi du sang, c'est-à-dire qu'il y avait des dommagements financiers qui étaient accordés aux familles des gens qui avaient été blessés, assassinés, etc. Tout ça, bien entendu, n'était possible que si les deux l'acceptaient. Donc voilà. Après, j'ai été obligé d'imaginer aussi pour le culte de Mitra des modifications. Alors je vais quand même en dire une ou deux parce que ça me paraît important. Dans le culte de Mitra, les femmes n'étaient pas admises au culte. Il est évident qu'une religion d'État ne peut pas, une religion d'État ne peut pas fonctionner sans femmes, je dirais. Donc le culte de Mitra est ouvert aux femmes, à une certaine époque précise. Les prêtres de Mitra n'étaient pas des professionnels, c'était des gens qui étaient magistrats, légionnaires, percepteurs. La religion de Mitra se bureaucratise. Nous avons une bureaucratie. Alors on me dit souvent, t'es très anti-religieuse. Mais en fait, c'est pas tellement la religion, je dirais, c'est plutôt la bureaucratie. C'est la bureaucratisation qui fait que les systèmes deviennent très pesants et très précis. Donc la religion de Mitra se bureaucratise. Quant à alors on retrouve un certain nombre de personnages aussi, mais le seul qui est clairement reconnaissable, c'est Charlemagne, et qui là encore n'est pas le Charlemagne que l'on connaît, mais un chef germain, parce que bien sûr l'Empire aussi s'effrite, c'est-à-dire que on a un peu le même phénomène qui s'est passé avec l'Empire byzantin, hein, l'Empire romain d'Orient, qui je rappelle quand même a perduré jusqu'au XVe siècle. Donc, quand on dit l'Empire romain a disparu au 5e siècle, c'est un point de vue très occidental de l'Ouest, hein, parce que pour eux, ça a perduré jusqu'au XVe siècle, je rappelle quand même. Donc, tout ça a fait qu'il y a une construction économique, sociale. Bon, enfin, j'aimerais pas non plus paraître complètement détaché, intellectuel, parce que c'est bien sûr des aventures avec des personnages, c'est ce qui prime bien entendu dans le roman, hein. Mais là je vous décris, si vous voulez, l'arrière-plan. Voilà. C'était bien. Johan, alors, est-ce qu'on parle de la Légion Écarlate ou peut-être de Reconquérant? Parce que la Légion Écarlate, on est pendant l'Empire. Par contre, Reconquérant, on est bien après l'Empire. Voilà. Alors le point de départ qui est, je dirais, expédié en prologue, donc je raconte comment un grand général, fictif pour le coup, de l'époque à peu près sous César, rencontre Provence, si mon mémoire est bonne, voilà, est envoyé avec
avec sa légion, au-delà des colonnes d'Hercule, au-delà du détroit de Gibraltar, parcourir la Grande Mer et une fois voir s'il se trouve quelque chose. Et puis bien sûr, ils disparaissent, on perd toute trace d'eux, et l'action ensuite de mon roman va commencer véritablement 1500 ans plus tard, grosso modo, dans le Nouveau Monde, où ma foi mes romans se sont développés, puisque pour le coup ils ne sont pas trouvés face à des oppositions de hordes barbares. Ils ont réglé le problème amérindien comme tout bon colon européen est amené à le régler, c'est-à-dire en massacrant une partie puis en soumettant une autre, parce que j'ai voulu aussi montrer, enfin voilà, la civilisation romaine est une civilisation de colons et de guerriers, donc ça marche ensemble. Et alors, effectivement, certes, on parle tout à l'heure, ils ont ensuite assimilé, ils ont ensuite récupéré de façon très pragmatique tout ce qui pouvait leur être utile politiquement dans les autres cultures, dans les autres religions. Mais enfin, après les avoir soumis, voire éliminés, quand en face on n'acceptait pas la soumission, il faut quand même rappeler ça à la base, voilà, quand même, qui est la base de l'Empire romain. Et donc bref, ils ont pu construire une grande civilisation qui s'est développée beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'aurait fait en réalité, puisqu'ils n'ont pas d'opposition. Donc vers à peu près l'an 1500, si on veut, ils ont des machines à vapeur, ils couvrent enfin tout le territoire américain. Et c'est le moment choisi par le Sénat de ce nouvel empire romain pour mettre sur pied, pour construire une immense flotte de reconquête, donc d'immenses bateaux à vapeur, et puis pour lever sur tout le territoire une armée de reconquête de l'ancien monde. Parce qu'ils sont restés vraiment sans nouvelles pendant 1500 ans. Des légendes, des histoires, la tradition orale a perpétué des légendes, mais enfin, voilà, il y a une coupure complète de communication. Et l'histoire va être racontée au point de vue d'un groupe de généraux candides qui sont en âge d'incorporer cette grande armée de reconquête, sauf un qui va lui s'y opposer pour des raisons politiques et qu'on retrouvera, qui va suivre notre voie. Et on va suivre depuis le moment où ils sont recrutés, leur entraînement, la découverte du merveilleux monde militaire qui n'a pas beaucoup changé à l'époque que je décris par rapport aux règles qui étaient en usage vraiment sous l'Antiquité. Et ensuite, arrivé à peu près à la moitié du roman, là tout bascule, puisque arrivé de retour dans le Nouveau Monde, ils s'aperçoivent que alors là, en revanche, là l'histoire a complètement divergé par rapport à celle que nous avons pu connaître. Il y a eu une sorte d'effondrement généralisé des civilisations dès l'Antiquité d'ailleurs dans la vieille Europe, et ils découvrent un monde qui est un pur monde de fantasy, et là je ne peux pas en dire encore trop, puisque on va tout spoiler le roman. Voilà. Et on a donc du coup, là, c'est ce qui m'intéressait, la confrontation entre, on va dire, une civilisation donc, plutôt basée sur une certaine forme de raison quand même, et de technique et de technologie, qui va se confronter à un ensemble de civilisations qui, elles, ont perduré autour de la magie, voilà, pour faire simple.